Bonjour et bienvenue, ou bonsoir et bienvenue, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, parce qu'on l'enregistre en direct sur Twitch, et elle est rediffusée sur YouTube, où on fait une version condensée, hein, pour forcément éviter que vous ennuyiez trop, et au pire de toute façon, vous mettez la vidéo dans un coin, comme ça, ça nous fait quelques vues, on a l'impression que les gens nous écoutent, et puis vous faites une bonne action. Comme ça, tout le monde est content, on a gagné. Ce soir, donc, on lance notre nouvelle émission hebdomadaire. Alors, c'est pas à jour fixe, mais hebdomadaire en tout cas. Il s'appelle Singleton. Donc, c'était une émission à ligne éditoriale où on va parler d'un tas de sujets qui nous intéressent et pour lesquels, à chaque fois, on va préciser notre domaine de compétences et pourquoi on est qualifié pour intervenir sur le sujet. Ça peut Voilà. parler de politique, d'informatique, surtout d'informatique. Hein. J'avoue, on est plus compétent en informatique qu'en politique. Hein, De, on va de- pas de- dire de des la conneries. culture, des fois, De aussi, histoire... culture aussi. Bon, la culture, c'est pas grave si on est moins compétent parce que tout. Voilà, on va pas couler Disney si on est contre le dernier Avenger. Là. Ouais, le but, c'est surtout que voilà, on va pas parler de sujets d'actualité pour parler d'actualité. On fait pas Ah BFM non. TV. L'idée, c'est qu'on parle de sujets d'actualité qui nous touchent de près ou de loin, soit dans nos vies, soit dans notre métier, soit les deux en même temps. Ouais, Et du coup, c'est qu'on avait besoin d'un peu d'en parler et ouais, de recueillir des avis, parce que la démarche aussi d'expliquer un petit peu les domaines des compétences avant de donner son avis ou pendant qu'on le donne, ça permet aussi de dire bah, peut-être que sur ce sujet-là, nous, on est peut-être bourré d'a priori parce qu'on a des connaissances limitées, donc on préfère donner l'avis avec le mode d'emploi pour pouvoir se faire corriger de façon correcte. Et pas juste tout balayer d'un revers de la main, dit quelqu'un nous dit quelque chose qui va à l'encontre de nos convictions. Parce que nous, ce qu'on espère, c'est apprendre et apprendre toujours, et de façon raisonnée. Voilà. Donc, on commence avec un sujet, ma foi, un peu, d'actualité, et puis un peu costaud quand même pour commencer, un peu costaud. mais qui doit pas être traité partout, je pense. Et puis Et c'est surtout, je pense, enfin moi j'ai ouvert mes news lundi matin, presse généraliste, hein, lemonde.fr. On n'est pas hmm, sponsorisé, donc on doit le dire des noms. Et je pense que la plupart des gens qui l'ont lu, ils l'ont lu en diagonale, mais sans comprendre les enjeux, le pourquoi du comment, alors que c'est pourtant chez les programmeurs un sujet qui aurait pu être assez brûlant. Et finalement, ça s'est bien terminé. je te laisse introduire le sujet. Alors, le sujet, je vais lire le titre de l'article du Monde. Alors, Après 11 ans de bataille judiciaire, la Cour suprême américaine se prononce en faveur de Google contre Oracle. Ça nous fait une belle jambe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une histoire de frais de douane et tout ça? Non. Si je dois résumer, il y avait un conflit entre Google et Oracle sur le fait que Google ait implémenté sa propre version alors, d'une API de Java. Déjà, j'ai balancé trois sujets techniques d'un coup, et déjà, voilà, c'est rien ça. qu'avec ça, je pense que les gens, quand ils ont lu l'article du Monde, ils y ont rien compris. Pour la plupart des gens, Google il situe, mais il situe de très Voilà. loin. Et Oracle, c'est pareil. Je pense que les gens, pendant la première Tout le monde ne peut partie des années connaître Oracle. 2000, Ouais. ils savaient à peu près ce que c'était parce qu'ils avaient ça qui tournait un petit peu sur les téléphones et tout ça. Mais ils savent pas exactement ce que c'est du tout. Ils savent pas ce que fait cette boîte. Ils savent pas pourquoi elle est importante. Et Même pas Oracle, hein. Ils vont connaître Java qui a été racheté par Oracle, mais Oracle, oui, c'est pour ça que je c'est parle un des années 2000 et des leurre. téléphones, parce que les tout premiers jeux téléphones, ils étaient codés en Java, Ouais, la ouais. plupart. Mais Et du coup, c'est pas Oracle encore. ah Java, ça non. a été racheté. Donc Java, c'est un langage de programmation, hein, et qui a été racheté 2009 apparemment, je 2009. crois. Donc c'est Sauf, vraiment super à la fin. Les gens alors, vont regarde, connaître. regarde, on fait les choses bien, on balance quand même les sources, on vérifie. Ouais, ouais, Sun Microsystem, on est sur Wikipédia forcément, donc faut ouais. pas, on part pas du principe que Wikipédia c'est de la merde, c'est une très bonne source d'information, et le tout c'est de, une fois qu'on a ça, il faut aller fouiller dans les sources, si ça demande à Oui, fouiller, ça parce que correspond à quelque chose. sur une date comme ça, Oh. je pense qu'on prend pas trop de risques. Donc là déjà c'est une première particularité, c'est qu'on parle d'un langage de programmation, du coup s'il se fait racheter, ça veut dire qu'il est propriétaire. Pas forcément. Alors Enfin, explique-nous la différence. alors un langage, il peut être soit propriétaire, donc dans ce cas-là, on va avoir accès qu'à l'API publique pour l'utiliser. Il faut que je définisse ce que c'est qu'une API. Oui. Ou alors, ça peut être un langage complètement open source et libre, comme PHP, ou PHP, n'importe qui peut récupérer le code source de PHP, le modifier et faire sa propre version de PHP. Mais en l'occurrence, Java, donc c'était la propriété de Sun Microsystems, qui est une entreprise, et il y avait une version publique de Java qui s'appelle
qui s'appelait OpenJDK, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, mais qui est également maintenu et par la communauté et par Oracle. Donc Java, donc c'est un gros langage de programmation qui a été inventé dans les années 90. Voilà, de haut niveau, hein, c'est un langage objet quand même. Il y Donc a plus haut niveau que ça encore. faut expliquer aussi ce que c'est que haut niveau et bas niveau. Je vais donner dans les grandes lignes, mais pour programmer un logiciel, en gros, il faut qu'on transforme un programme, donc une suite d'instructions, en 0 et en 1. Donc plus on est près du processeur, et donc des 0 et des 1, parce que le processeur de l'ordinateur, il comprend que ça, on va être bas niveau, et plus on a de couches au-dessus qui servent à ce que le langage soit plus ou moins facile à coder, ou plus ou moins facile à abstraire ou gagner du temps, et plus on sera sur un langage de haut niveau. Quand on parle de Java, C Sharp, PHP, on est quand même sur des langages de très haut niveau où directement dans le langage, on va avoir accès à des fonctionnalités de manipulation du réseau, de manipulation des imprimantes, de manipulation de la suite Office, des choses comme ça, directement embarquées dans le langage, donc ça facilite la vie. Donc quand on était en langage C, par exemple, qui était un des langages les plus utilisés pendant super longtemps, parfois on n'avait pas le pilote d'imprimante, si on en voulait un, il fallait encoder un. Il n'y avait pas forcément accès directement à des librairies pour éditer des fichiers Word et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça la différence, c'est que plus c'est haut niveau, plus on va avoir de fonctionnalités intégrées dedans, on va avoir des niveaux d'abstraction qui vont nous permettre de faire des choses un peu plus évoluées. Donc en Donc gros, plus aujourd'hui, on est bas voilà, niveau, plus on s'approche du cœur de la machine. Donc exactement. là, on C'est commence à surtout ça la manipuler. différence. Je le dis très grossièrement, hein, on va commencer limite à, oui, à bidouiller le Là, processeur et la RAM. Là où au code de haut là, on fait niveau, ça on se avec de pose même pas la l'assembleur, hein. question, quoi. Non, on réfléchit pas. On regarde ce que ça prend en mémoire, mais on va pas commencer à calculer. Est-ce que j'ai besoin de faire attention à pas faire n'importe quoi? En C, par exemple, il fallait faire attention quand on faisait des tableaux à pas faire n'importe quoi dans la RAM parce qu'on pouvait planter la machine. En C Sharp, il y a des sécurités dedans, par exemple. Si on commence à faire n'importe quoi en mémoire, au bout d'un moment, ça va couper et puis il va nous empêcher de prendre la main, quoi. Alors, le sujet donc qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'une API déjà? Parce que, en fait, Google n'a pas copié directement Java, il a copié l'API de Java. Donc, c'est ça déjà qui est compliqué. Alors, Alors, ça veut dire. d'abord, dans quel contexte il a copié Java? Du coup, Java, c'est un langage de programmation qui donc Oui, appartient maintenant plus à Sun, mais à Oracle, on est d'accord? oui, qui a été racheté donc en 2009. Donc il y a une version Java propriétaire et il y a la version libre OpenJDK, oui. OpenJDK. Et du coup, qu'est-ce qui différencie déjà OpenJDK de Java? Et ben Java, il y a des briques qui sont propriétaires où on n'a pas accès à comment c'est fait à l'intérieur. Par exemple, je vous dirais des bêtises, hein, mais on va avoir une fonctionnalité en plus dans Java pour gérer les dates où on va gérer les zones de temps. Je dis n'importe quoi parce que ça doit être par défaut dans les deux versions, ça. Oui, non Donc mais on va bon, voilà, dire la gestion des zones horaires, ça va être dans le Java propriétaire, Hmm. alors que dans le Java libre, bah, on aurait que la version de l'heure, de la date et de l'heure sans gérer la zone. Et donc si on veut une gestion de zone, il faudrait qu'on la recode nous-mêmes. Je caricature, hein, cet exemple-là n'existe pas. À mon avis, dans OpenJDK, ils doivent très bien savoir gérer les dates et les heures avec les D'accord. et donc, Google s'est retrouvé à copier l'API de Java? Android, donc le système d'exploitation qui est sur les téléphones, était en développement dans le début des années 2000, et donc était fait en Java, donc basé sur OpenJDK. Android a été racheté par Google, donc voilà, ils croyaient dans la techno Android, d'avoir leur propre système d'exploitation et tout. Pour eux, ça a une valeur commerciale. Et puis bon, bah, je pense que maintenant, on peut pas leur donner tort sur ça. C'est les leaders mondiaux niveau système d'exploitation installé sur les téléphones. Et donc, ils ont racheté Android et ils avaient besoin de fonctionnalités qui étaient dans Java, mais qui n'existaient pas encore dans OpenJDK. Et je crois même que c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en gros, OpenJDK était déjà libre de source et il y avait des fonctionnalités dans OpenJDK. Google en avait besoin pour l'intégrer directement dans Android, donc ils avaient demandé des permissions à Sun qui étaient d'accord pour l'intégrer dans Android. Donc ils avaient commencé à le faire. Ils se sont dit c'est pas grave, commencer à coder la partie juridique, bah, on la réglera quand elle sera finie là. Si j'essaie de comprendre, le fait d'avoir parlé d'OpenJDK, c'est un bon point, un bon pont pour nous. Pour le développeur lambda, il peut coder en Java ou en OpenJDK, ça fait pas Ça grande va être différence pour lui. c'est juste que dans Java, il y a quelques fonctionnalités en plus qui ne sont que dans Java.
Non, mais je veux dire, pour lui, ça reste gratuit, utilisation, c'est juste les contrats de licence à certains niveaux, certainement, qui font que Oui. on a. Ah oui, pour le Souvent, développeur, pour ce genre de choses, c'est certainement du support, mm. ou le fait que bah, on peut pas distribuer son projet d'une telle ou telle façon en fonction du fait qu'on utilise un certain type de code ou pas, quoi. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. En gros, après, il y a des codes auxquels doit payer une licence et compagnie, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas ça. Donc, la plupart des développeurs qu'on appelle des hobbyistes, c'est-à-dire ceux qui développent pour eux, limite un projet qui peut devenir un projet qui rapporte un peu d'argent, voilà, au pire, la plupart des modèles économiques pour les développeurs, on ne bride jamais les gens qui veulent essayer de créer des projets, on leur laisse accès à une partie qui leur permet de Mm. développer quoi que ce soit, et quand leur application commence à grossir, c'est là qu'ils payent, en gros. Oui, Donc, c'est souvent ça, hein. en général, voilà. Donc ça fait pas Microsoft, grande par exemple, ils font différence. beaucoup ça sur le C Sharp et les IDE.NET. Je crois que les premières versions du Visual Studio au grand public pour les étudiants ou les gens qui veulent tester, c'est gratuit. Et quand on veut accéder aux versions pro avec un peu plus de fonctionnalités, là on paye quoi. Donc ça, je pense que c'est important d'apporter la précision parce que s'il y en a qui codent un petit peu, ou même beaucoup pour eux, et limite ils ont fait ça soit en autodidacte, soit ils ont fait l'école mais ils n'ont pas forcément suivi tous les volets un petit peu juridiques et tout ça, parce que là on sort un petit peu du domaine du code. Forcément, lui, s'il code en Java ou dans un langage propriétaire tous les jours, qui peut publier son application et qui peut même récolter quelques euros de pub dessus, il se pose pas ce genre de questions parce que, Non. en général, là où les questions de droit, de propriété et de transactions financières se posent sur des gros volumes, et donc c'est pour les entreprises que ça a un coût et pas pour le particulier ou la toute petite entreprise. Donc forcément, c'est pas les mêmes enjeux, mais du coup, de ce que je comprends avec ce que tu nous dis d'Android, c'est que Android, le langage, il est basé sur Java, c'est ça? Du coup, Android, c'est ni plus ni moins. C'est un programme codé en Java qui permet de piloter un téléphone. Et donc, du coup, ils ont à peu En près. gros, il a sa propre version de Java sur Android parce qu'ils avaient besoin de certaines fonctionnalités. Ils avaient besoin d'accès aussi à des fonctionnalités bas de niveau qui n'étaient pas par défaut dans Android parce que voilà, c'était le début des téléphones. Les processeurs, les téléphones ont des processeurs particuliers, donc besoin de fonctions particulières, de gestion de mémoire particulière. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'une version Java un peu spécifique avec certaines fonctionnalités qu'il n'y avait pas par défaut, quoi. Donc, ils ont bien leur version de Java, comme OpenJDK est une version de Java. Oui. Sauf que là, par rapport au développement qu'ils voulaient faire, certainement une question de calendrier et de coût, Mm. ils avaient plusieurs choix possibles. Soit développer ce qui leur manquait eux-mêmes, Oui. soit passer sur du JDK et attendre que la communauté le fasse et filer un Oui. coup de main à la communauté, soit trouver des deals directement avec Oracle pour intégrer les trucs qui étaient déjà dans Java Mm. pour les basculer en Android. C'est ça, hein, si je résume bien. Moins. Ouais. Ok, donc on comprend. Là, ça me permet de bien comprendre le problème. Mm. Donc en gros, ils ont besoin de récupérer Des fonctionnalités de des code. fonctionnalités, voilà, mais pour ça, il faut qu'ils les demandent aux propriétaires des fonctionnalités. C'est ça. Ouais, mais en fait, ils ont pas fait ça. Ils ont pas demandé parce qu'ils n'avaient pas besoin. D'accord, donc Parce c'est là que que tu nous vas c'est expliquer là le où on va problème. parler d'API. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin forcément que ce soit dans la version grand public ou propriétaire de Java. Eux, ils avaient besoin d'avoir un système interopérable, donc c'est-à-dire un système qui fonctionne comme la version de Java normale. Hmm. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré l'API de Java et ils l'ont recodé dans Android. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une API? Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Application Programming Interface. Donc ça veut dire interface de programmation d'application. Donc on en a à plusieurs niveaux, dans les librairies, les frameworks, dans les systèmes d'exploitation, pour piloter des ordi à distance, mais ça c'est vraiment spécifique plus pour les pros, et les web API qui sont très très utilisés aussi aujourd'hui. On va commencer par peut-être la plus simple à comprendre. Un ordinateur, ça sert à rien si il n'y a pas un système d'exploitation. Qu'est-ce que c'est un système d'exploitation? C'est un logiciel qui va permettre d'utiliser le processeur, la RAM, tout ce qu'il y a dans votre ordinateur, de le démarrer, de vous proposer un bureau. Donc ça c'est bien, on a un ordinateur, on l'allume, on marche, on a un bureau. Maintenant, un ordinateur avec juste un système d'exploitation, on n'en ferait pas grand-chose non plus. On a besoin d'avoir des logiciels pour utiliser cet ordinateur. On a besoin d'un navigateur internet maintenant, on a besoin de calculatrice, un traitement Et de c'est vrai que texte, j'avais un un prof qui nous dit, navigateur de fichiers, de... j'avais un prof qui nous disait tout le temps, Oui. l'ordinateur, c'est le seul objet qui est créé sans avoir de but.
Une Oui. lampe, c'est fait pour éclairer, un micro, c'est fait pour capter du son, une tasse pour contenir du liquide, même une peluche Pikachu, c'est fait pour divertir. L'ordinateur, ça n'a pas de but précis, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on monte dedans qui définit son but. Son utilisation, oui, Voilà. tout à fait. Et donc même avant qu'on puisse lui assigner un but, bah, on a le programme de base, le programme 0. Bon, il y a plusieurs programmes 0, je rentrerai pas dans les détails, ce serait un petit peu long. Donc on a Windows et tous les systèmes basés sur POSIX. Donc Windows, je pense que tout le monde connaît, c'est dans le grand public, c'est le système d'exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs. Et POSIX, ça va être, pardon, tous les... moi, je suis calé POSIX en 2 secondes. Dans les années 70, on avait un système d'exploitation pour les ordinateurs qui s'appelait Unix, qui marchait très bien, mais qui était propriétaire. Et donc les gens ont voulu faire des clones d'Unix pour le porter sur autre chose. Donc il y a un consortium de développeurs et d'entreprises qui se sont mis ensemble et qui ont écrit la norme POSIX, pour faire simple. Et en gros, ça définit ce qu'on doit avoir dans un système d'exploitation. En C'est gros, pour c'est ça un que quand cahier vous... des charges, quoi. C'est le cahier des charges de ce qu'il doit y avoir sur l'ordinateur et comment il doit fonctionner. Et déjà ça, en fait, c'est déjà une API, POSIX. On définit. Et c'est pour ça que souvent on entend des gens qui connaissent pas grand-chose qui disent moi j'ai un Mac et du coup c'est comme si j'avais un Linux. Non, tu as un système d'exploitation POSIX où l'explorateur de fichiers il va être de telle façon, les fichiers vont être rangés à tel endroit. Les deux systèmes POSIX ils vont avoir une commande ls, cd, ce sera la même chose parce que ça c'est dans la norme. Mais comment elle est faite derrière, ça peut être de façon complètement différente. Donc Linux, il va avoir la même arborescence, les mêmes commandes et tout, mais comment c'est codé derrière, c'est différent. C'est vraiment ça la nuance. Hein. Quand vous entendez des gens qui vous disent oui, c'est un Linux R, peut-être, hein, d'ailleurs, on le sait pas parce que le système d'exploitation de Mac est propriétaire, donc on peut pas lire le code. Il est mieux protégé que celui de Windows d'ailleurs. On sait pas, peut-être qu'ils ont pompé du code de Linux. Peut-être qu'ils ont fait leur truc à leur propre sauce. D'ailleurs, historiquement, si je dis pas de bêtises, les Macs sont basés sur BSD, donc Berkeley Software Distribution. Donc une implémentation de POSIX qui a été créée à l'université de Berkeley. Et je pense plutôt que c'est cette implémentation-là qui a derrière, qui a dérivé, qui a été faite par Oui, Mac. la confusion Ouais. vient souvent du fait que la Ah, source commune entre macOS et Linux, c'est Unix en fait. oui, mais Unix, c'est le système de référence qu'on a copié Oui, par un cahier des charges, en fait. oui, c'est ça. On Et n'a du même pas coup, pris le code d'Unix pour faire Linux ou, non, mais ou, vu ou que macOS, quoi. vu que Unix et Linux c'est très proche, on fait souvent l'amalgame et on fait le raccourci comme ça en se Oui, disant voilà bah oui, c'est la même chose quoi. bah, c'est même un acronyme récursif, hein, Linux. Hein. C'est Linux is not Unix. Hein. Ça veut dire si vous le prenez, vous écrivez Linux. La première lettre du L c'est Linux et après INUX c'est is not Unix. Donc Linux n'est pas Unix et ça se dérive à l'infini. C'est une petite blague de programmeur ça d'ailleurs au passage. Et donc voilà, donc premier cas d'exploitation, c'est bah on a des systèmes d'exploitation basés sur POSIX ou basés sur Win32 qui est la librairie de Windows. Hmm. Vous pouvez faire des applications. Et donc le fournisseur du système d'exploitation il va fournir une API, donc une interface de programmation applicative, qui va expliquer, bah voilà, sur mon système d'exploitation, c'est rangé comme ça, vous avez besoin d'accéder à la mémoire, vous utilisez telle fonction, et puis voilà. Les développeurs ne savent absolument pas, et n'ont pas besoin de le savoir, comment ça marche derrière, comment la RAM il fait en C ou en peu importe la techno et tout. Il y a un programme derrière qui gère ça pour lui. Tout ce qu'il a à savoir, c'est quand j'appelle le système d'exploitation, j'appelle cette fonction-là et ça va gérer la RAM. Et donc, bah voilà, ça c'est l'API sur les systèmes d'exploitation. L'autre qui est un peu plus abstrait, mais qui au final c'est un peu le même principe. Quand vous codez dans un langage de programmation, vous codez pas directement en assembleur. Et enfin, déjà assembleur c'est une API du binaire. L'ordinateur, donc j'ai expliqué, il comprend le binaire, donc le 0 et les 1. Donc après, on a fait des langages un peu plus évolués, mais bon, pour nous, c'est pas évolué du tout. Ils vont être des bases d'assembleurs qui vont permettre de donner des instructions avec quelques mots-clés directement au processeur. Si on devait faire des programmes comme ça, je peux vous dire que Internet, ce serait compliqué. Hein. On mettrait pour faire une simple page web, on mettrait des mois. Donc à partir de ça, on a eu des langages un peu plus évolués, comme le langage C, qui compilait, se transformait en assembleur et voilà, après se traduisait directement en code machine.
Et donc là, ben voilà, c'était toute la vague des années 80-90. On avait un collègue, voilà, c'était un ancien développeur C qui a fait des applications pour Minitel. Tous ces... Déjà, à partir de là, dès qu'on arrive au langage C, on est déjà au niveau des API de langage de programmation pour les librairies et les frameworks. Et du coup, Parce qu'en bah, fait, rien qu'avec ça, on peut expliquer assez facilement une API en se disant, bah, du coup, pourquoi on a autant de langages différents? C'est qu'il y a des langages qui sont plutôt spécialisés pour faire certaines tâches et d'autres, voilà. Et par exemple, pour afficher une page web et pour créer un robot qui va administrer votre micro sur Windows, on n'a pas du tout le besoin non, des mêmes ressources. Et non. finalement, ces langages-là, c'est ni plus ni moins que des bouts de code qu'on a déjà programmés, parce que c'est des trucs qu'on va refaire et refaire constamment si jamais on devait Oui, c'est le ça. coder directement. Donc finalement, on met des trucs prêts à l'emploi, c'est un petit peu comme si vous alliez faire votre cuisine, et du coup, bah, finalement, vous allez toujours acheter de la poudre d'amande et vous allez jamais concasser vos amandes tout seul, quoi. Enfin, Oui. parce que Je du donnais coup, un exemple qu'on a besoin très souvent en programmation. À peu près tous les langages doivent avoir cette fonction-là. C'est le now. ah, Now, c'est savoir quel jour on est et quelle heure il est à cet instant précis. Donc ça, c'est une fonction, mais franchement, des millions de programmeurs doivent l'utiliser tous les jours, hein. Sérieusement. C'est oui. quelque chose qu'on a besoin de savoir tout le temps. On écrit dans une base de données, on veut savoir à quel moment on a écrit la donnée. On a téléchargé un fichier, on veut savoir à quelle heure on l'a téléchargé. J'ai commencé un traitement, je sais pas, j'ai commencé à lire un fichier. C'est un fichier qui est très lourd, qui prend plusieurs gigas. Je veux savoir quand j'ai commencé à le lire et quand j'ai terminé. Donc, quand j'ai commencé à le lire, je dis now, quelle heure il est. Et quand j'ai fini, je dis now, quelle heure il est. Et puis après, bah, je peux comparer les deux dates. Donc ça, typiquement, c'est une fonction. Donc tous les langages, ils ont un jeu de fonctions. Alors, il y en a énormément. On peut traiter des chaînes de caractères, des chiffres, voilà, la division, même, ne serait-ce que ça, la division, la soustraction, même si c'est des opérateurs très 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 basiques qu'on pourrait faire assez facilement en assembleur. On a besoin de tout ça dans un langage de programmation. Et donc, toutes les fonctionnalités d'un langage, c'est ça, c'est son API, son interface de programmation. Et donc déjà, on en est là, on n'a pas besoin de beaucoup plus d'informations pour rentrer dans le vif du sujet. Je vais continuer avec d'autres exemples Bah, d'interfaces pour expliquer à d'autres gens. Excel, le fait d'avoir toute la documentation sur le fait de savoir comment on doit faire, si on doit faire un égal, un divisé, un machin, c'est ni plus ni moins qu'une API pour utiliser le logiciel, quoi. Bon, c'est du très très haut niveau, mais ça reste la meilleure façon d'aborder pour ceux qui en ont jamais entendu parler, je pense. Ouais. Et après, on peut arriver sur les WordPress, parce que ce qui est important aussi avec les API, du coup, c'est que pour ceux qui pigent rien en code, bah, les notions, c'est soit tu la connais, soit tu la connais pas. Pour ceux qui font beaucoup de web, bah, il peut arriver très vite qu'ils aient l'impression que API, c'est simplement dédié aux services externes qu'on va consommer pour nous. Ouais, les web API, mais Et on j'allais ne se en rend y pas venir compte ça. que le langage qu'on va utiliser, il nous fournit aussi une API, comme WordPress nous fournit son API qui nous permet. Et en plus, WordPress, c'est un bon exemple parce qu'il a deux. Enfin, on a plusieurs contrats. Par exemple, on a l'API WordPress pour, comment dire, pour utiliser WordPress. Par exemple, ça, c'est une fonction dans WordPress. Donc, c'est une fonction de PHP, mais c'est une fonction propre à WordPress. Et là, il nous explique comment l'utiliser. La suivante qu'on peut dire, bon, celle-là, elle est peut-être, c'est vraiment pour les programmeurs ça. Les Remote API, par exemple, l'exemple qu'il nous donne, c'est comment on se connecte à un objet distant avec un protocole standardisé. Donc là, il donne, c'est vraiment très abstrait pour monsieur tout le monde ça, mais c'est comment je fais pour me connecter à une base de données dans un langage. Donc par exemple, quand on fait du Java, c'est standardisé. Quel que soit le moteur de base de données en Java, il doit fournir un jeu de fonctions. Ça doit être authentifié, connecté, exécuter une requête. Et ben, quel que soit le moteur de base de données derrière, et ben, ça va être les mêmes fonctions. Bon, ça c'est très très abstrait, c'est pas. Voilà. Et le dernier cas, c'est les Web API qui sont énormément utilisés aujourd'hui. C'est comment on fait parler deux machines à distance via Internet, quoi. Et je pense que tu avais un exemple à montrer sur les Web API. Bah là, par exemple, C'est j'ai l'API qui est assez connue chez les développeurs pour les tests. Mm. C'est la Poké API, donc c'est une API qui recense tous les Pokémon. Et du coup, moi je sais absolument pas comment le moteur tourne derrière, mais tout ce que je oui, sais, c'est que là ils me disent que si je mets bah là Pokémon et Ditto, donc Ditto j'y connais rien, je suppose que c'est un nouveau Pokémon parce que moi je me suis arrêté au 150 premiers, et bah là
j'ai tout un lot d'informations qui me donne tout ce que je dois Sa savoir taille, son poids, c'est un Pokédex sur... en voilà, API. et en plus, j'ai d'autres liens API, ce qui fait que normalement, si je fais ça, ici, je récupère d'autres informations, encore, sur le Pokémon. Donc là, en plus, j'ai plein de langages, et certainement que dans cette API-là, on a aussi peut-être la documentation qui nous permet de savoir comment je peux lier plusieurs informations. Donc là, par exemple, il me dit comment je peux pour avoir le compte. Là, je peux certainement avoir les jeux liés, la génération, ID ou name, là. Donc j'ai tout un lot d'informations qui me permet de faire à peu près toute ma petite popote pour récupérer les informations que je veux sur les Pokémon. Derrière, c'est peut-être une base de données, c'est peut-être 3 bases de données, c'est peut-être du PHP, c'est peut-être du C#, je n'en sais strictement rien, et à la rigueur, je m'en fous royalement. C'est pas ton problème. Hein, ouais. Parce que moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si... Comment je l'utilise si j'ai besoin d'avoir ces données. Voilà, Voilà. et finalement, c'est ce que fait Monsieur Tout-le-Monde tous les jours, parce que rien que le fait que j'affiche la page, je demande à un service web de me rendre quelque chose, et il me rend une page web. Je pense qu'on a fait le tour des grandes familles Ouais. d'API. Alors, j'ai quand même précisé que les API, là, on a donné des exemples avec des choses publiques, mais toutes les API ne sont pas publiques non plus. Il y a des API qui sont privées, donc c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées que à l'intérieur d'une seule entreprise. Ils considèrent que c'est leur propriété intellectuelle et puis ils n'ont pas besoin que des gens de l'extérieur la consomment, c'est juste pour leurs salariés. Ça peut être aussi des choses sous accord commercial. Par exemple, moi, dans mon travail, je développe une API et elle n'est pas publique, quoi. C'est que les gens qui payent très cher un abonnement à mon entreprise qui vont pouvoir la consommer et utiliser les services. C'est assez compliqué, hein. C'est que pour des besoins business avancés, de réservation d'hôtels avec des contraintes business. Donc, c'est-à-dire, c'est des grandes entreprises qui ont besoin de réserver des hôtels avec leurs contraintes business. Et donc, ils ont un contrat avec mon entreprise et puis je sais pas trop comment ça se passe pour le paiement. Bah justement en plus c'est pas tellement mon problème, c'est les commerciaux qui voient ça. Et mais en grosso modo en fonction des transactions qu'on fait, nos clients vont nous payer et tout. Et donc ça c'est Et, pas une API publique, je peux pas vous la montrer là ce soir. et souvent, on peut avoir aussi un peu des deux, parce que moi, du coup, dans ma boîte, On peut avoir aussi un on peu a des une deux. API, mais elle est purement privée, elle est qu'à notre usage personnel. Mais on peut aussi avoir des cas où on a une partie de l'API qui est privée et une partie publique. Tout Et à fait. c'est souvent le cas, par exemple, on a l'API, rien que l'API Twitch, on peut se servir pour afficher les chats et compagnie. On a accès à un certain nombre De de fonctions fonctionnalité, oui. que Twitch nous donne, mais on n'a pas accès à tout. Et souvent, même les grands groupes, genre Microsoft, même Apple, hein, ouvrent un certain nombre de fonctionnalités de leurs services pour simplement que les partenaires puissent se connecter et récupérer les infos. Et même, un exemple tout bête que vous avez pu apercevoir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un changement depuis quelques années, parce que la loi Macron 2, il me semble, c'est la loi Macron 2, loi Macron 1, je ne sais plus, enfin c'est la loi qui est passée en même temps que les autocars. Quand il était ministre de l'économie, il a passé une loi pour que toutes les données publiques Oui, soient disponibles pour l'ensemble de la de population, la hein, pour tout population. le monde. Je dis pas libre parce qu'il y a il y a des restrictions et forcément, On fait pas t'as pas les n'importe quoi. données secret défense, ni le nom de tous les flics, hein, faut pas déconner. Mais il y a quand même beaucoup d'informations publiques, et c'est pour ça que je vous montre le datagouv.fr, parce que par exemple, tout ce qui est lié à la pandémie du Covid, tout est public, et c'est-à-dire que vous Oui, pouvez, en tant que développeur, les manipuler, mais en plus, vous avez un certain nombre d'outils pour que le public, là, par exemple, les données relatives au Covid, pour que le public puisse aussi les utiliser, et vous avez aussi, parce que normalement, c'est une des obligations, ça dépend des conditions, mais de l'utilisation des données, c'est de rendre une partie publique ou quoi que ce soit. Et là, par exemple, là, c'est c'est une application du gouvernement, mais c'est une application qui nous donne accès directement à la façon dont ils consomment les données. mm, Et donc, on peut avoir plein de jeux de données, ce qui fait que, du coup, des fois, on peut utiliser oui. soit les données brutes, soit les données que quelqu'un a déjà Travailler traitées pour et nous. présenter, oui. Nous, on a fait ça d'ailleurs aussi quand on travaillait à la CGT. Ouais, On avait besoin du référentiel de l'entreprise et là, pour le coup, je pense que c'est une seule fois où on était content d'une loi de Macron. Notre patron de l'époque était en train de chercher pour acheter un fichier entreprise pour avoir des informations, enfin, voilà, peu importe le logiciel qu'on faisait. Et ces données-là sont passées dans le domaine public. Donc du coup, nous, on a pu les intégrer sur une base quotidienne, la base en entier de toutes les données sirènes et sirettes, voilà.
Et c'est tout un ça, bon quoi. exemple d'API parce que du coup, par exemple, l'API en question marche un peu comme celle-là, c'est qu'on peut la récupérer en CSV, donc c'est pour faire simple, c'est un format qu'on peut utiliser dans Excel. Mm. Mais on pouvait la récupérer aussi en JSON, et le JSON, j'avais montré un exemple tout à l'heure, Faut c'est travailler ça. dessus, ouais. C'est un système, enfin un type de fichier qui permet de créer des documents avec un certain nombre Ouais. d'informations. Il y a des clés et des valeurs, donc en gros, je demande la clé name, j'ai la valeur anglais là. Euh, Dernier petit exemple de privé aussi, c'est que ouais, t'as raison. Moi j'ai mes donc nos clients donc qui payent leur abonnement et tout, et donc effectivement ils n'ont pas accès à l'intégralité de notre API. Ils ont accès aux trucs qu'ils ont besoin pour leur boulot. Mais nous, programmeurs, on a besoin aussi d'avoir des informations des fois en production de qu'est-ce qui se passe sur l'application. Et donc nous on a des points d'entrée privés sur lesquels on se connecte. On en a trois ou quatre. Où avec ça on peut recueillir des informations sur l'état de santé de notre application. Voilà. Et ça, on va pas l'ouvrir aux clients. Si on a besoin de communiquer sur quelque chose, on le fait si se produit un incident qui a un impact sur nos clients, on va communiquer et s'excuser. Mais si c'est un incident qu'on voit qui s'est pas encore propagé aux clients, bah on va le corriger et on va pas communiquer dessus parce que voilà, ça ne ferait pas forcément bonne presse, quoi. Notre but du jeu, c'est d'être toujours proactif, de monitorer ce qui se passe, et s'il y a un incident, bah on s'en rend compte immédiatement, on le corrige et les clients n'ont pas d'impact. et du coup, Voilà, pour ça ça que je fait parlais des partie trucs du de boulot. gouvernement, c'est que depuis quelques années, vous êtes aperçu que vous n'êtes plus obligé de faire la queue dans les préfectures pour votre carte grise, parce que maintenant, même quand vous allez sur Noroto, vous pouvez taper la plaque d'immatriculation de votre voiture, et ça, en fait, c'est un exemple de données qui sont devenues accessibles, pour le coup, qu'aux professionnels, parce que c'est quand même des données sensibles, on peut pas donner l'accès à tout le monde Donc au carte comment. grise et adresse de tout le monde, parce qu'au final, ta Voilà, carte grise et parce l'adresse que, des gens. parce que là, cette partie de l'API-là, c'est un contrat entre l'État et ceux qui utilisent l'API, donc Noroto et tout ça, donc les professionnels, et du coup, ils doivent respecter une certaine charte pour avoir le droit d'utiliser l'API. Donc, s'ils ne respectent pas l'API, enfin, s'ils ne respectent pas cette charte-là, donc par exemple, s'ils ils en Ils profitent pour vendent pomper les adresses des gens. voilà, toute Voilà, ils l'API vendent. pour faire un mailing list et envoyer à tout le monde, genre, c'est bon, là, je sais que toutes les voitures, elles sont de 98, je vais envoyer à tout le monde pour qu'ils viennent réparer la voiture chez Noroto. Si jamais ils font ça, il y a des fortes chances qu'ils respectent plus le contrat de la l'API, et d'une Oui. part, ils aient plus accès, et d'autre part, ils se retrouvent en procès. Donc je pense qu'on a bien expliqué ce qu'était Voilà. une API maintenant. Et donc on va expliquer plus en détail. Donc le problème qu'il y a, donc c'est que Google a copié une API publique de Java. Donc c'est-à-dire que des instructions qui étaient disponibles pour tout le monde de Java, donc pas de ce Java là, de l'autre également. Ils en avaient besoin et elles n'étaient pas encore dispo. Je crois qu'elles n'étaient pas encore dans OpenJDK, mais elles allaient arriver et c'était en négociation entre Java et Sun, qui était l'entreprise qui avait Java avant Oracle. Et donc Google, comme ils avaient besoin de sortir des fonctionnalités pour les téléphones et d'en retourner certaines à leur sauce, ils les ont embarqués dans Android et ils exposent le contrat d'API, donc comment on peut utiliser le téléphone, la RAM, afficher l'heure sur un téléphone, mais sans en informer Oracle. Ça a fait procès pendant 11 ans et on a eu le résultat cette semaine. Et donc la question c'était est-ce que l'API public est quelque chose de privé, de propriété intellectuelle, ou est-ce que ça appartient à une entreprise? Je vais donner une métaphore, je me suis fait la réflexion cet après-midi avec mon fils qui est en CE1. En fait, vouloir privatiser une API publique, ça revient à vouloir privatiser le dictionnaire. Donc les mots du dictionnaire, pas la définition. Limite, c'est ça. C'est la définition du mot, c'est son implémentation. Le mot en lui-même, c'est l'API. Et donc, ça voudrait dire que dès qu'une entreprise met un mot-clé, donc comme là on a vu now, et Hmm. ben, ce mot-là serait bloqué et ne pourrait plus être utilisé dans aucun autre langage de programmation. C'est ça que cherchait à faire Oracle. Et en plus, au passage, j'imagine qu'ils voulaient récupérer une bonne partie du code source d'Android, voilà, pour des fins commerciales, j'imagine. Donc c'était un grand enjeu quand même, parce que nous, comme programmeurs, si les API publics étaient devenus de la propriété intellectuelle de l'entreprise privée, on aurait commencé à vivre en enfer. Ou par exemple pour Now, pour avoir un des moyens de contournement, un nouveau langage qui apparaîtrait, ils auraient rajouté des suites de, je sais pas moi, 20 chiffres tirés au hasard pour éviter qu'on ait deux fois le même nom, quoi. Ce serait assez l'enfer, quoi.
Et du coup, Et c'est quand donc, même un enjeu de taille parce que Java, ça oui, reste encore un langage très très ah utilisé pour le oui, développement d'applications mobiles. oui, oui, Donc, d'un côté, il y a des solutions chez macOS où ils s'en sortent un peu mieux parce qu'ils ont un modèle économique très très fermé. Du coup, ça permet de mieux contrôler tout ça. Et en plus, ils ont une fanbase, hein, même chez les développeurs, qui fait que c'est presque naturel pour quelqu'un qui travaille sur macOS, qui développe pour macOS, de bosser avec des langages macOS. Enfin, c'est plus une question de philosophie qu'une question de... Mais du coup, Google, ça fait quand même plusieurs années qu'il essaye et surtout d'imposer que ses standards à ce, lui, de façon plus ou moins réussie. Il avait bah, réussi pour le web surtout que là, j'ai envie de dire, c'est même pas une histoire d'imposer les standards, hein. L'implémentation de Java dans Android, ça a commencé 4 ans avant que Java soit racheté par Oracle, hein, Ah donc, non, mais je parle du fait d'avoir une bataille qui dure aussi longtemps, c'est pas oui, anodin. oui, Il y a d'autres enjeux derrière qui fait qu'il y a un moment on pourrait se dire bon on n'abandonne pas, mais il y a une bataille perpétuelle là-dessus, et c'est un truc que j'essaie toujours de souligner, c'est que les gens ils parlent toujours des GAFAM, en disant oui c'est les grands méchants qui prennent tout le c'est pas pognon et si mal. compagnie. Ouais. On peut être d'accord avec ça ou pas, moi à la rigueur je m'en contrefiche. Mais parce que ce que les gens ne s'imaginent pas, c'est que s'ils pensent que les GAFAM, ils pèsent très lourd sur le monde économique, ils ne s'imaginent pas du tout à quel point ils pèsent très lourd sur l'ensemble des systèmes informatiques du monde. C'est-à-dire que, en tant que Ou développeur, l'économique, limite, c'est rien. le poids économique des GAFAM, c'est le cadet de nos soucis. Et pourtant, on vient du monde syndical, donc Ouais. on sait un petit peu de quoi on parle sur cette question-là. C'est surtout que nous, quasiment tous les technologies qu'on utilise, enfin surtout moi qui est développeur web, et si les GAFAM du jour au lendemain ils coupent les robinets, on est dans la merde, tout simplement. Parce qu'ils ont créé des langages, ils ont créé des librairies, et on parle pas de petites librairies pour faire 3 morceaux de code, hein. On parle des trucs qui, aujourd'hui, peuvent faire 25%, 50% de différence sur un salaire, hein. Mm. Et on parle de trucs qui sont utilisés mais à foison sur le web. Rien que voir, par exemple, pour faire la comparaison, il y a souvent le chiffre qui revient sur le fait que 33% des sites web sont créés avec WordPress. C'est Ouais. impressionnant. Imaginez que tout le reste, l'hébergement des sites, la façon dont c'est codé et compagnie, les bases de données, euh, et même les frameworks qui sont intégrés dans WordPress, et tout le reste, c'est les GAFAM. Il n'y a personne d'autre. Il y a quasiment personne d'autre. Il y a des solutions libres et compagnie, forcément. Mais je veux dire, même avec des solutions libres, il y a toujours une partie qui est Je forcément chez un dirais. GAFAM. Oui, après, c'est compliqué aussi de ce niveau-là, mais c'est pour ça que je pense que la grosse guerre de l'open source, malheureusement, le libre en lui-même, c'est pas forcément ça qui émerge, le modèle qui a émergé le plus. Le modèle qu'on a, c'est plus l'open source. Donc, c'est-à-dire que je fais du code, mais je montre comment il est fait. Hmm. Mais après, je reste propriétaire de ce que c'est fait. Par exemple, C Sharp, qui est le langage propriétaire de Microsoft, l'open source, on peut voir intégralement comment il est fait. Mais pour faire une modification, parce qu'on a vu un bug ou quelque chose, il faut passer par Microsoft, faire valider, ils vont l'intégrer, il n'y a pas de souci et tout. À la différence d'un logiciel libre où là, on a le droit de le télécharger et d'en disposer comme on en veut. Par contre, la condition, c'est que ça reste libre. Même quand Microsoft, c'est une grosse boîte. justement, sur ça, enfin, c'était vraiment la bête noire de tout le monde dans les années 2000, même les années 90, où c'était vraiment le super mastodonte logiciel. Finalement, ils se sont résignés, ils se sont rendus compte que c'était plus utile pour eux, que ça générait plus de business d'avoir un maximum de choses en open source Hmm. pour que tout fonctionne. Parce que leur but du jeu, c'est de vendre des services qui vont fonctionner tout le temps et partout pour tout le monde. Oui, C'est en vraiment plus, ça qui a changé avec le truc de service. On est passé vraiment d'un modèle avant où on vendait un ordinateur ou le système d'exploitation, on considérait ça comme une pièce de voiture hmm. et voilà, comme si c'était le moteur ou je sais pas quoi, ou maintenant le système d'exploitation, il est presque accessoire. Ce qui va compter, c'est les services en abonnement qu'on va payer à côté. C'est pour ça aussi que ça change beaucoup. Et Ouais, comme maintenant on est dans une économie de services, le but du jeu, pour eux, c'est de développer un maximum de services. Je pense qu'on est bon pour la partie vulgarisation. Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être ouais, là, je pense que c'est pas mal. un exemple, maintenant, on va parler aux gens. On va reproduire un peu le conflit Oracle-Google. On va proposer une API publique toute simple.
Et Benoît va faire une implémentation dans deux langages différents. Enfin, du coup, là, ce sera pas exactement deux langages, mais Enfin, deux librairies dans deux différentes. librairies différentes. Donc, en Et donc gros, en fait, la là, personne qui va consommer, elle saura pas comment c'est fait derrière. Ce serait une API qui propose la même chose et ça sera codé de façon différente. Et on va pouvoir montrer du coup qu'est-ce qui est propriétaire, si on devait mettre quelque chose en propriétaire, et qu'est-ce qui serait public. Qu'est-ce qui a décidé qu'il devait rester public. alors, du coup, on a vu un petit peu à Alors quoi qu'est-ce que tu ressemblait vas un faire du coup? contrat. On va essayer de rester simple. Là, j'affiche un Hello World, on va montrer comment c'est fait tout à l'heure. Et ici, là, j'affiche un live avec ici une requête API, et donc on va expliquer ce que c'est. Donc là, j'affiche une page web. Ça, je l'utilise Svelkit, qui est une librairie qui embarque un serveur et qui permet de faire du rendu côté serveur des pages HTML. Donc c'est plutôt une base assez classique. Donc on va faire une API dedans. Donc là, on a l'API de Svelte qui nous permet de savoir comment fonctionne Svelte et tout ça, là, toutes les Voilà. requêtes. Donc ça, ce serait l'API du Comment on langage, code quoi, tout simplement. comment on code en Comment on se colle Svelte. dans Svelte. Donc voilà. Donc si ça, par exemple, c'est privé, Benoît ne peut pas coder. Il n'a Voilà. pas accès, il connaît pas les mots-clés. Donc là c'est la Impossible. page. Là c'est la page, donc là c'est du style, donc ça on s'en fout, c'est juste la couleur, la position et compagnie. Et là on voit que j'ai un titre qui s'appelle live. Et du coup si je fais live sur Twitch, je fais ça, je reviens sur ma page, j'ai modifié ma page. Donc on est là. Par contre là on voit ici là c'est spécifique au langage, donc ça c'est l'API Svelte qui me renseigne là-dessus, qui me dit que ça c'est au démarrage, au montage du composant, on rentrera pas dans les détails, peut-être un jour on le fera tranquillement. Ouais, si on fait un démo Là sur un langage j'utilise en particulier. une autre librairie qui s'appelle Axios, donc là pour savoir comment marche Axios, eh ben, je peux aller voir l'API Axios ici, qui là m'explique que pour faire une requête get, donc là une requête simple que fait le navigateur pour afficher une page, on va pas rentrer dans le détail des différences, et ben là il me dit, bah voilà, je prends le verbe que je veux, donc là on va dire j'ai post ou get, on a d'autres, hein, et là je passe des paramètres ou pas, et je récupère une promesse ou une erreur. Donc c'est ça qui me fait, donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc je tape l'API hello, et j'affiche dans la console le résultat de l'API. Tout simplement. Et l'API, elle est ici. C'est-à-dire que dans mon SvelteKit, j'ai mon API ici, et l'API, il prend la route hello. Donc là, je ne sais pas comment fonctionne SvelteKit sur ce truc-là. Il a décidé que lui, si je mettais dans le dossier API, que j'appelais mon fichier hello, et ben si je tapais la route hello, comme ici, et ben il me Super. rendait, si j'ai Cette bon page. verbe ici, ce que j'ai là. Donc là, j'ai ici une requête API, mais je vais mettre un hello world. Et donc ici, vu que je le fais afficher dans ma console, là j'ai mon hello world. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on va faire encore plus fort. Ici, là, je vais déclarer une props, que j'allais appeler props. Je vais mettre message. Ouais, je dis props parce que là, c'est une variable en JavaScript, mais dans le contexte de Svelte, on appelle ça une props dans le sens où cette variable-là, la façon dont elle est déclarée là, elle va provoquer un rendu de l'application une fois qu'elle aura changé d'état. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça Ouais, pour un ça c'est novice. des. Et l'explication paraît banale pour quelqu'un Parce que qui tout s'y le monde va connaît. pas comprendre ça, hein. Voilà, mais en gros, C'est ici, c'est la façon dont on code en SvelteKit. C'est tout. voilà. Donc ici, je lui dis que moi, je veux récupérer, Le donc, contenu. dans mon API, c'est message.message. Et là, au lieu de faire mon console log, je vais lui dire Message message égal hello. Me- message égale res.data.message. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'aurais même pu faire comme ça. Rien, et afficher ici message. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et voilà, et du coup, je récupère le contenu de mon API là. Où là, je pourrais avoir un JSON, un Swagger. Donc le Swagger, c'est une convention. Enfin, la convention, c'est Open API. Open 3. API. Voilà. Je dis pas de bêtises. Qu'utilise Swagger, qui nous permet de faire des trucs comme ici, quoi. Qui nous dit en gros, qui dit le verbe, enfin voilà, qui nous explique le verbe, là les paramètres à passer, comment on utilise les endpoints, donc les URL, pour faire simple, comment on utilise. Donc là, j'ai mon hello world ici, et là ce qui est formidable, c'est que ici, sur mon API ici, que j'utilise avec Purats, ça c'est un framework back que j'ai créé moi-même, un petit framework, parce que du coup j'en avais marre de coder la même chose sur un autre framework qui s'appelle Koa.
Et du coup, j'ai fait mon propre framework. Ce qui fait que là, j'ai ma documentation. Donc ça, c'est mon API à moi. Et là, elle C'est m'explique. une autre implémentation. On peut coder ce qu'on veut avec aussi. C'est comme Svelte. Voilà. Et là, par On peut faire exemple, des API hier, ouais. pour afficher Hello World, bah là, c'est un petit peu différent de ce qu'on a là. Mm. Donc là, ici, j'ai créé un endpoint. Bah là, j'ai juste le projet de base, il peut se lancer comme ça. Et là, par exemple, je vois que si je fais, bah, si je tape 0 endpoint, je me retrouve avec Hello World. C'est ce que je fais ici. Mais pour l'exemple, on va faire autrement. C'est que je vais lui dire, je vais l'appeler pur, comme dans non, live. Je vais pas marquer Twitch parce qu'à chaque fois j'ai du mal à l'écrire. Donc là, voilà. Il manquait juste le petit slash ici, et donc ça passe. Et donc là, maintenant, sur la route live, je récupère aussi un Hello World, comme ici. Et je vais même faire C'est mieux un que autre ça. port. À la rigueur, tu peux lui mettre le même nom pour qu'on voit Non, bien que c'est c'est pas le. le même port. Là, Tu on est pourrais lui sur le mettre le même 3000, nom. et là, on est sur le 3005. Mais je crois qu'on voit pas les ports sur la capture. Ouais. Mais donc, je peux peut-être les rajouter. Parce que si c'est un port différent, tu peux peut-être lui mettre la même route et qu'on voit que du coup on a le même contrat, mais on a le même contrat, le même résultat, mais l'implémentation est différente. Voilà, donc là, on voit la route. Ici, on est sur localhost 3000 live, et là, on est sur localhost 3000. Donc là, en fait, on va voir, c'est que là, du coup, c'est mon API. Donc mon serveur il ressemble à ça. Donc là c'est tous mes services, mais là je tape même pas dans le service, je tape directement dans le contrôleur. Donc là je repasse sur mon API. Donc là j'ai mon API Hello World. Et là ce que je vais faire c'est que ici je vais copier Axios. Je vais faire une deuxième requête derrière. Et là au lieu de taper API Hello, je vais taper HTTP localhost. Du coup on a dit que c'est le port 3005 3000. et la route c'est live. Ouais. Et du coup, là, par contre, je vais afficher dans la console. Et là, je vais mettre avant la Purat, pour qu'on sache que c'est Purat. Et là, je vais afficher la réponse que me donne l'API. Et là, je vais faire la même ici. Sauf que ici, je vais mettre Svelte. Et on va voir ce qu'il nous rend. Voilà, donc là, j'ai un data. Et là, j'ai un data. La seule différence, c'est que on va modifier même, comme ça ce sera exactement identique. Oui, voilà, c'est ça. À la rigueur, de l'autre côté, appelle le slash API Hello pour qu'on ait le même contrat, comme ça on pourra montrer la différence aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, là, ma route ici, ce serait Hello. Non, ce serait API, API slash Hello. et là ce serait Hello. Donc normalement, si je fais ça, là forcément, normalement je devrais avoir une erreur ici. Là, voilà, donc là j'ai une erreur, forcément il ne trouve pas la route. Donc là, en fait, ici, je vais faire API Hello. Et ici, là, du coup, je vais copier exactement, là je vais faire même une requête distante, pour qu'on ait exactement la même chose, sauf que là, du coup, c'est le port 3000. Voilà. Donc c'est pas le même serveur. Et là, Svelte et Purat, on va même afficher res.data, comme ça ce sera plus lisible. Voilà, et là, j'ai deux serveurs différents, ils me rendent exactement la même réponse. Ah oui, il y a une différence près, il y en a un qui a une majuscule. Ouais, bah corrige-la à la rigueur pour qu'on soit vraiment on va faire lisible entre l'exemple les deux. jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Alors, où est donc l'API dans ce qu'on a fait et où est l'implémentation propriétaire? Montrons, si on regarde les deux routes, l'endroit où tu as tes deux routes, avec les ports là, si on regarde sur la vue, voilà, sur la vue, en fait, donc là l'API elle est causée dans Svelte, et puis donc admettons là c'est l'éditeur qui utilise sa propre API mais qui a son API public qui fait Hello. Donc là la partie publique c'est slash API slash Hello. Donc ça, en fait, on a fait une API qui affiche ça, on pourrait mettre n'importe quoi derrière, c'est une API publique, peu importe au moment c'est implémenté. Après, on a un autre serveur web qui est simulé là avec le port 3005, qui est codé dans une autre technologie, donc là c'est dans ton framework PureArts, qui est également exposé sur API Hello, ça c'est le contrat public. Ouais. Et derrière, donc c'est ton implémentation, ton framework à toi, il est sous quelle licence d'ailleurs ton framework GPL, je crois? Il est en MIT. D'accord, en MIT. On va pouvoir faire plus fort, c'est que là, vous voyez, là, c'est un texte tout simple. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ici, non, on va laisser sur Purats là, parce que du coup, j'ai pas envie de modifier là-dedans, ce sera un peu le bordel. On va plutôt le modifier ici. On va faire un truc, on va créer une constante qui va s'appeler hello, et dedans, on va mettre hello. D'accord? Ici, on va créer une deuxième constante qui va s'appeler woo et qui va faire
Ouh, voilà. Et Alors, là, comme ça, attends. on va créer derrière, on va créer un dernier objet. On va créer l'objet réponse, qui est donc un objet, mais un objet vide. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais même peut-être aller, soyons fous, pour faire vraiment un truc complètement débile. Function get hello. Hop, on va faire ça. On va prendre first seconde, mais vraiment, c'est vraiment l'exemple le plus bête du monde. Hein. Mais ça va peut-être forcément montrer comment ça fait. Lui, il va faire un return de. On va concaténer tout ça. On va faire first comme ça, voilà. Il y a un truc en trop, voilà. Ouais, Donc là, c'est hello, faut que je mette un espace, que je mette seconde, et que je rajoute RLD. du coup RLD. Voilà. Donc là, si vous avez jamais codé de votre vie, vous dites déjà c'est bizarre et tout, c'est vraiment étrange. Donc là, j'ai ça, et donc ma réponse, ça va être .smg, c'est égal à get hello, et du coup, je lui passe mes paramètres, hello et woo. Et ici, du coup, là, je peux passer response ici, comme ça. Et normalement, il faudra que je Vas-y, rajoute... tout seul pour trouver le message. Ouais. Ok, cool. Et du coup, je vais peut-être rajouter une clé, ici, pour qu'on voit bien qu'il y a une petite différence, quand même, qu'on a bien fait une modification. Response, pas un clé. Faut jamais faire ça. Ouais. Pouf, non, on va mettre live, voilà. Et donc, normalement, là, on voit, là, et ben, le SMG, c'est exactement le même. Bon, là, j'ai rajouté la clé pour qu'on voit bien qu'on a bien fait la modif, mais là... Donc là, je la retire, parce qu'on a bien vu que j'ai bien modifié. Hein. Ouais. Je retire ma clé. Déjà, ça devrait plutôt être là, merci. Et là, voilà. Là, c'est quand même bien deux façons différentes de traiter l'information. Là, on a un simple texte ici. On Et écrit là, on directement. manipule dans tous les sens. Là, on fait n'importe quoi. On fait des variables, des fonctions, et puis... Voilà. Bon. Et là on se retrouve quand même, au final, à avoir exactement le même résultat. Et donc, en fait, dans le cas Oracle Google qu'on imagine, là, faut imaginer que le Svelte, là, ce serait comme si on était chez Oracle, donc il y a sa fonction qui retourne Hello World d'une certaine façon, c'est leur implémentation à eux. On ne sait pas comment c'est fait. Et Google avait besoin de cette même fonction Hello World, de ces trucs qui fait API / Hello qui va retourner aussi Hello World. Et donc comme ils l'avaient pas encore dans leur version de Java et puis que Java ça passait propriétaire et ils n'allaient pas l'avoir, et ben ils ont fait leur propre implémentation parce que c'était normalement une API publique dans OpenJDK. Et donc voilà, c'est sur ça qu'a porté tout ce procès. Et donc voilà, ça a été débattu pendant 11 ans. Et heureusement, donc, on est bien soulagé, c'est que on n'en sera pas obligé de se trimballer des noms de fonctions super longs. Et l'interopérabilité est gagnée. L'interopérabilité, parce que j'ai peut-être utilisé ce mot-là plusieurs fois, c'est le fait que les systèmes, peu importe comment ils sont faits, ils puissent communiquer entre eux. Donc en général, on utilise des protocoles, des API, et ça permet de poser une norme et un standard. Et avec ça, on peut faire parler deux machines entre elles. Voilà, on a deux personnes de pays complètement différents et qui parlent, je sais pas moi, l'allemand et l'espagnol, et puis ils décident de se parler en anglais pour communiquer, pour avoir une langue commune. Ou en français, tiens, comme au Moyen-Âge, c'était ça la langue de référence. Les gens parlaient en français quand ils étaient dans les cours européennes, parce que voilà, c'était la langue Et même, des relations internationales. Donc voilà, donc je pense qu'on peut conclure sur ça, parce que on a vulgarisé, on vous a donné un exemple en code pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça. Bon, bien sûr, je précise et je répète, quand vous voyez du code sur Internet, de gens qui codent, qui vous montrent des petits trucs, vous voyez des jouets. Quand je dis vous voyez des jouets, vous voyez le petit anneau à mâchouiller pour bébé qui se fait les dents. Arrêtez de regarder les tutos, recoder Twitter en 2 heures. Vous allez faire quelque chose qui singe Twitter en 2 heures, localement, même en réseau, je crois 10, 15 personnes, pas de souci. Mais dès que vous allez monter en charge avec des millions d'utilisateurs, vous allez tomber sur des problématiques différentes, vous avez des problèmes légaux à régler, vous adaptez aux réglementations des pays. Si vous avez du paiement, c'est l'enfer de gérer les normes de carte bleue. Ne vous pensez pas programmeur professionnel parce que vous avez suivi une formation de
de 2 semaines. Non, c'est un vrai travail et quand vous voyez du code comme ça qu'on vous montre, souvent on va vous montrer soit à la télé avec des lignes de code qui défilent et bon, souvent c'est des trucs qui veulent dire rien. Ou alors vous allez voir un petit jouet avec un tout petit extrait de quelque chose. Mais voilà, une conception d'un logiciel, c'est monstrueux Oui, parce que derrière. là, je suis en train de C'est un montrer travail. Bon, tout le oui, monde peut apprendre, hein. Vous pouvez vous y mettre et dans quelques années vous serez développeur professionnel. Mais allez pas vous imaginer qu'avec 4 lignes de code, vous pouvez percevoir tout ce qu'il y a dans un logiciel. Bon, voilà, ça c'était aussi pour une remarque d'éditorialiste. c'est ça. Plus c'est simple pour l'utilisateur, plus c'est Ouais. compliqué pour le développeur. Sur ce, bah moi je vous dis bonne nuit. Puis bah, on Oui, se dit à la prochaine. bonne nuit, à la Salut! prochaine. Salut!